On doit filer, ça commence à bombarder fort. Tous les habitants de la ville apportent de la nourriture, des vivres, des vêtements, des médicaments. Voilà la gare, c'est un flux permanent de trains qui arrivent des zones de combat. L'homme est en sang. Le 24 février 2022, la Russie lance son offensive sur l'Ukraine. Le pays attaque par le nord, l'est et le sud. Immédiatement, la communauté internationale réagit. Dans cette épreuve sans précédent, depuis nombre de décennies, nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Les menaces de boycott et de sanctions s'enchaînent, mais rien n'y fait. Vladimir Poutine maintient sa position et justifie ça par un risque de génocide. Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу. Plusieurs villes seront ciblées en priorité. Le 3 mars, Mariupol, Kherson et Mykolaïv sont encerclées. L'intérêt est de taille autour de ces trois villes puisqu'elles sont des accès privilégiés à la mer d'Azov et à la mer Noire. Une photo deviendra tristement célèbre le 9 mars. Après des bombardements de l'armée russe sur l'hôpital de Mariupol, cette femme est transférée dans un autre hôpital. Elle mourra avec son bébé quelques heures plus tard. Au même moment, des chars russes se dirigent vers Kiev. Une colonne de véhicules militaires est repérée grâce à des outils satellites. Cette colonne atteint 65 km. 65 km, c'est la distance qui sépare Lyon et Saint-Étienne. Les bombardements ukrainiens incessants, la pénurie de carburant et le terrain hostile arrêtera cette colonne de chars quelques jours plus tard. Les soldats russes abandonneront petit à petit cette zone et le 2 avril 2022, l'oblast de Kiev est considéré comme étant complètement libéré. Alors ce premier échec de Kiev, il ne s'est pas fait en un jour, comme dans de nombreuses villes au fur et à mesure du conflit. Dès le début des menaces prononcées par la Russie en février 2022, l'État ukrainien équipe massivement sa population en armes. Tous ceux qui le veulent peuvent se rendre dans des centres militaires pour s'enrôler. De plus, le 24 février, l'Ukraine a déclaré la mobilisation générale, ce qui signifie que les hommes entre 18 et 60 ans ne peuvent plus quitter le pays. C'est ce qui permet d'avoir une résistance solide dans les villes comme Mykolaïv et Kharkiv. Mais la résistance de l'armée ukrainienne ne suffit pas partout. Plusieurs villes tombent sous occupation russe. On peut nommer Kherson, Melitopol ou Severodonetsk. Les combats s'intensifient dans cette partie du pays, et notamment dans les oblasts de Lugansk et de Donetsk, où la paix est une denrée rare depuis 2014. Les séparatistes pro-russes sont ici les plus nombreux. Pendant ce conflit, il y a aussi eu des inquiétudes à propos de risques d'accidents nucléaires. Tchernobyl, sans doute la centrale la plus célèbre au monde à cause de l'explosion d'un de ses réacteurs en 1986, a été occupée par les troupes russes entre le 24 février et le 31 mars 2022. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, s'était dit très inquiet vis-à-vis des infrastructures qui contiennent toujours des résidus radioactifs. Le 4 mars, les bâtiments administratifs de la centrale nucléaire de Zaporijia sont touchés par des missiles. C'est une des plus grandes centrales nucléaires au monde et elle est aujourd'hui sous contrôle russe. Depuis le début de la guerre et dans toute cette zone ici en rouge, les affrontements entre les deux armées causent des dommages qui détruisent les infrastructures notamment. Par exemple, l'eau, l'électricité, le gaz et les réseaux téléphoniques. Pas d'internet, pas de réseau téléphonique à Kherson. Alors l'armée a déployé ici un réseau Starlink et les gens viennent ici pour capter du signal et donner des nouvelles à leurs proches. Mi-mars, plusieurs bombardements ont lieu pour la première fois dans l'ouest du pays, notamment à Lutsk, à Ivano-Frankivsk et à Lviv, car les trois accueillent des bases militaires ukrainiennes. Un mois plus tard, les lignes du front bougent un peu. On voit que les priorités russes ont changé. Les troupes de Moscou quittent le nord et se concentrent à l'est. Aussi, elles se renforcent dans le sud et les bombardements vont même jusqu'à Odessa. Avec ce mouvement de troupes russes, des reporters arrivent à pénétrer dans certaines villes qui étaient occupées. C'est le cas de Boutcha, au nord du pays. Le 2 avril 2022, Le Monde découvre le massacre commis dans la ville. De nombreuses photos vont circuler. Une fosse commune derrière l'église laisse encore certains corps visibles. En septembre, à Izium, mêmes images. Il y aurait dans cette forêt attenante au cimetière d'Izium plus de 500 corps. Officiellement, 445 corps seront déterrés pour établir la cause exacte de leur mort, certains ayant des marques de torture sur le corps. À la fin de l'été 2022, les Russes occupent des parties de 5 oblasts d'Ukraine, l'essentiel des oblasts de Kherson et du Lugansk, une grande partie des oblasts de Zaporijia et de Donetsk,
ainsi que des parties de l'oblast de Kharkiv. Ce qui conduit en septembre à l'organisation par les séparatistes pro-russes des référendums d'annexion pour intégrer la Russie. Le 28 septembre, les autorités pro-russes du Donbass, de Lugansk, de Kherson et de Zaporijjia revendiquent la victoire du oui en faveur de l'annexion par la Russie de ces 4 oblasts. Le 11 novembre 2022, effusion de joie à Kherson, la ville est libérée, les troupes russes sont parties dans la nuit. Aujourd'hui, le front est figé, c'est une véritable guerre de position, les deux camps essayent de grappiller petit à petit du terrain. Dans certaines villes, la situation est décrite par des experts comme une guerre urbaine. Où les quartiers sont récupérés bastion par bastion, un pâté de maison à la fois. C'est le cas à Bakhmout et Soledar. Boris Mabillard, notre envoyé spécial sur place pour Le Point, décrivait cette situation comme le Verdun ukrainien, avec une véritable guerre de tranchées. Dans les tranchées, certains soldats ont de l'eau jusqu'aux reins. Il n'y a eu qu'une seule proposition de cessez-le-feu du côté russe. Vladimir Poutine a proposé le 7 janvier 2023 un arrêt des combats pour 36 heures pour permettre aux troupes de fêter le Noël orthodoxe. Cette trêve n'a pas été respectée. À Bakhmout, à ce moment-là, les missiles ont continué de tomber dans les deux camps.